Grâce à Jong-al, l'armée nord-coréenne a été détruite, permettant à la 52e brigade d'infanterie de franchir la zone démilitarisée. Les sociétés militaires privées chinois ont résisté à la 52e brigade d'infanterie, mais l'unité Jong-al les a attaqués par l'arrière et détruit une compagnie entière. Ils couraient dans la montagne avec des armes anti-chars. Une embuscade a rapidement anéanti les sociétés militaires privées chinoises. Il y a seulement quelques heures, la zone démilitarisée était dominée par des explosions et des coups de feu, mais maintenant, elle est remplie de silence et de fumée noire. Même en été, l'endroit restait froid. De la fumée noire montait des crêtes des montagnes. Cela montrait à quel point ce combat avait été intense. Au sol, des débris de drones, des douilles, et les corps de soldats nord-coréens et de membres d'une société militaire privée chinoise jonchaient l'orco partout. Les soldats de la 12e division de la 52e brigade et de l'unité Scorpion effectuaient leur dernier ratissage. Le commandant de la 6e compagnie responsable du combat recensait rapidement les survivants, malgré de lourdes pertes. Le commandant de la 6e compagnie de la 52e brigade d'infanterie donnait des ordres à la radio d'une voix fatiguée. Bien qu'il portât le titre prestigieux de commandant de compagnie, il n'était lui-même qu'un jeune homme de 30 ans à peine, tout juste entré dans la vie active. Dans la société, avoir 30 ans, c'est presque être un bébé. Pourtant, il faisait face à une situation désastreuse, le visage sale et ensanglanté. Dans son regard, on lisait la peur et la culpabilité. Après tout, des dizaines de soldats étaient morts à cause de ses ordres. Ici, après le retrait des soldats nord-coréens et des membres de la société militaire privée chinoise, on évacuait les blessés vers l'arrière, et on récupérait les corps des camarades tombés. Après la bataille, un côté de la ligne de front dans la zone démilitarisée présentait un spectacle désolant. L'odeur de la poudre piquait encore les narines, tandis que casques brisés et armes détruites jonchaient les cendres brûlantes. Partout, il y avait des corps dans un état tel qu'on ne pouvait même plus les appeler des êtres humains. Des membres arrachés par les bombardements et les tirs, des visages disparus, et des uniformes militaires couverts de sang. Le caporal Yu Seung-yeon, qui marchait lentement au milieu de tout cela, s'est même arrêté un instant. Le caporal Yu Seung-yeon s'était engagé avec un ami d'enfance, connu depuis le collège, avec qui il avait affronté l'armée. La veille au soir encore, ils partageaient ensemble des rations de combat et échangeaient des plaisanteries. Mais maintenant, la moitié de son corps avait disparu. Il n'avait plus de jambes, du sang noirci couvrait la terre, et ses doigts restaient figés, semblant vouloir saisir quelque chose. La guerre, c'était ça. Tant qu'il y avait la guerre, elle était égale pour tous, et elle apportait à chacun un sentiment de folie. Mais malgré tout, il y avait quelques personnes qui poussaient un soupir de soulagement. Ils disaient que sans l'unité Jong-al, nous aurions tous été anéantis, n'est-ce pas? Des anciens partageaient aussi des anecdotes sur l'entraînement KCTC. Ils racontaient par exemple que pendant le KCTC, l'unité Jong-al courait sur des sentiers de montagne inclinés à 45 degrés, ou encore qu'ils avaient éliminé 90 hommes, avec seulement 20 soldats. L'unité Jong-al, infatigable, se déplaçait constamment ailleurs. Après avoir renversé la situation en attaquant par surprise le flanc de l'armée nord-coréenne, dans la zone montagneuse de la zone démilitarisée, l'unité Jong-al réorganisait ses rangs et se préparait à avancer de nouveau vers le nord. Les membres de l'unité Jong-al réparaient leur matériel, soignaient les blessés et repensaient au succès de l'opération. Ce régiment du KCTC est spécialisé dans l'opposition. En temps de guerre, ils deviennent la 2e brigade, s'arrange le 3e corps, à envoyer l'unité Jong-al pour soutenir la 12e division d'infanterie en danger. Leurs compétences de combat sont exceptionnelles. Après avoir suivi un entraînement KCTC intensif pendant 8 mois, semblable à des situations réelles, il est inévitable qu'il y ait une grande différence de puissance de combat entre les soldats de l'unité Jong-al et ceux des unités ordinaires. De plus, ils utilisent pourquoi les tactiques de l'armée nord-coréenne. Lors de ce combat, ils ont également utilisé ces tactiques et ont ridiculisé l'armée nord-coréenne. C'était une situation ironique. La 12e division, grâce à la 52e brigade d'infanterie et à l'unité Jong-al, a sécurisé le poste avancé de la zone démilitarisée et retiré les obstacles nord-coréens. Par la suite, les dernières poches de soldats nord-coréens présents à proximité ont également été éliminées. Cette opération a pris toute une journée, et pour détruire les bases de Byung-chang de l'armée nord-coréenne, l'artillerie tirait sans relâche. Nous avons également observé les soldats nord-coréens tentant de battre en retraite, mais ils ont tous été tués par les obus de notre artillerie. Le reste des petites poches de résistance, composées de soldats nord-coréens et de membres de la société militaire privée chinoise, ont été éliminés par l'unité Jong-al. De plus, nous avons réussi à capturer vivants 12 membres de la société militaire privée chinoise pendant l'opération. Nous avons eu 243 morts, disparus, et 897 blessés. La 52e division a remporté sa première victoire, mais les pertes étaient trop lourdes pour s'en réjouir. Il y avait tellement de pertes que nous avons même envisagé de remplacer l'unité par une troupe de réserve. En seulement 4 jours après le début de la guerre, le nombre de victimes s'élevait déjà à plusieurs milliers, ce qui a commencé à susciter une opinion publique anti-guerre en Corée. Le mécontentement sur la mobilisation était fort, et les pertes liées à l'inexpérience de l'armée importantes. Dans cette situation, des combats éclataient, près de la zone démilitarisée. Les blessés continuaient d'affluer et essayaient de venir à l'hôpital, mais il y avait clairement des problèmes avec les infrastructures hospitalières.
Les établissements médicaux remplissent leur rôle en fonction de leur niveau lorsqu'un ordre de mobilisation est proclamé. Autrement dit, en cas de guerre, tous les hôpitaux civils de l'arrière deviennent des hôpitaux militaires. Le personnel médical, comme médecins et infirmières, est réquisitionné en guerre et envoyé si besoin dans des hôpitaux de campagne ou autres établissements. Actuellement, tous les hôpitaux du pays sont paralysés, soit 340 hôpitaux généraux en Corée du Sud. De plus, il y a 37 543 cliniques de niveau inférieur. Mais avec l'afflux continu de blessés dans ces hôpitaux, ils ont atteint un point où ils ne peuvent plus en accueillir davantage. En plus, à cause des tirs continus d'artillerie à longue portée de l'armée nord-coréenne dans la région de la capitale, certains hôpitaux se sont retrouvés à court de carburant de chauffage et d'électricité. Il y avait même de nombreux hôpitaux, isolés par les décombres, où l'approvisionnement en médicaments, en nourriture et en eau était complètement coupé. Et il y avait aussi le problème que le système d'évacuation n'était pas correctement mis en place. Les blessés ne pouvaient pas être évacués par avion sanitaire à cause des combats. Ils devaient donc être transportés par voie terrestre, ce qui causait de nombreux décès. De plus, même si de nombreux médecins expérimentés sont arrivés après la déclaration de la mobilisation, le manque de personnel spécialisé restait un problème majeur. Les hôpitaux militaires comptaient 0,98 médecins pour 1000 soldats. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, notre pays compte 2,6 médecins pour 1000 habitants, bien en dessous de la moyenne organisation de coopération et de développement économique, de 3,7, et de certains pays membres. Bien sûr, cela concerne le temps de paix. Et actuellement, comme nous sommes en temps de guerre, beaucoup de médecins sont venus, mais il y avait toujours une pénurie de médecins, ce qui les obligeait à travailler de façon excessive. De plus, le manque de personnel infirmier causait souvent des accidents médicaux. C'était le chaos. Il y avait des situations où l'on ne pouvait pas sauver des vies, alors qu'on aurait pu le faire. Si la situation était déjà comme ça dans les hôpitaux de l'arrière, imaginez ce qu'il en était en première ligne. C'était sûrement pire, pas mieux. La Defense Intelligence Agency américaine continuait de recueillir des informations. Ils étaient très surpris que Kim Yo-jong soit morte à cause de l'attaque de l'armée sud-coréenne. En même temps, ils se demandaient qui serait le prochain à prendre le pouvoir. La Defense Intelligence Agency était plongée dans la réflexion, car il ne restait plus de descendants de la lignée Baekdu. Par ailleurs, quelqu'un a suggéré qu'un membre de la lignée Baekdu resterait sous tutelle du National Intelligence Service sud-coréen. Surtout, neutraliser les armes nucléaires nord-coréennes exigeait de suivre en permanence la position des hauts responsables. Il fallait éliminer les hauts responsables nord-coréens pour empêcher le lancement nucléaire. À la Defense Intelligence Agency, ils veillaient à ne pas oublier lors de la transmission de leur position. L'élimination continue de hauts responsables nord-coréens pouvait provoquer la Chine et mener à une guerre totale avec les États-Unis, suscitant de vives inquiétudes. La Corée du Sud recevait alors beaucoup d'aide des États-Unis. Les États-Unis n'envoyaient pas directement de troupes pour avancer vers le nord, mais ils apportaient un soutien considérable dans des domaines non combattants, tels que la logistique, la surveillance des renseignements et la reconnaissance, permettant ainsi à la Corée du Sud de mener la guerre de manière efficace. Rien que cela représentait une aide tellement énorme qu'on pouvait penser qu'on pourrait gagner la guerre grâce à ce soutien. En particulier, comme il nous indiquait précisément l'emplacement des armes nucléaires nord-coréennes, la Corée du Nord n'a même pas eu l'occasion d'utiliser ces armes nucléaires. Dès que les armes nucléaires nord-coréennes étaient repérées, elles étaient immédiatement bombardées, et si la personne possédant les codes de lancement des armes nucléaires nord-coréennes était identifiée, elle était aussi immédiatement bombardée, empêchant ainsi l'utilisation des armes nucléaires. En Corée du Sud, un avantage. Certains soldats nord-coréens ont rejoint le camp sud-coréen. Dans certaines zones de la zone démilitarisée, une compagnie ou un bataillon nord-coréen entier s'est parfois rendu. La Chine continue de montrer des signes qu'elle veut s'emparer de toute la Corée du Nord. Des généraux et politiciens nord-coréens aidèrent la Corée du Sud en transmettant des informations. Certains ont rejoint la Nouvelle-Corée et donnaient encore plus d'informations. Toutes les informations, y compris la position actuelle de l'armée nord-coréenne, les installations et même les détails sur les sociétés militaires privées chinoises, étaient rassemblés, et cela aidait grandement à élaborer des stratégies. Le renseignement sur la Corée du Nord était revenu à son niveau précédent, et nous avions une vision claire de la situation. Selon les dernières informations, la Chine tente d'utiliser les forces pro-chinoises restantes pour renforcer son influence et établir une direction collective avec elle. Nous avons aussi appris que 2 brigades chinoises étaient entrées en Corée du Nord. La Chine affichait clairement sa volonté d'étendre son influence en Extrême-Orient via la Corée du Nord. Ici, c'est la Maison Blanche. Autour de la longue table du bureau de la Maison Blanche, les personnes assises écoutaient calmement les paroles du président américain Donald Trump, sans laisser transparaître la moindre émotion. Par la fenêtre, on pouvait voir le ciel paisible de Washington District de Columbia, mais l'atmosphère dans la salle de réunion était pleine de tension. Tandis que le monde suivait la guerre Corée du Sud-Corée du Nord, ici des discussions soigneusement calculées se tenaient. Le président Trump considérait la Corée du Sud comme un simple outil, affirmant qu'elle était l'instrument parfait pour affaiblir la puissance de la Chine. Le but du président Trump était simple, affaiblir la Chine et en profiter au maximum. Il voulait éviter que les soldats américains ne soient blessés dans ce processus.
Il fallait fournir à la Corée armes et matériel, et l'aider jusqu'à la chute totale de la Chine. Le secrétaire à la défense américain propose que le président Trump, en accord avec ses propos, fasse en sorte que la Corée dépende des armes américaines. Trump a aussi accepté. Des fonctionnaires ont évoqué des critiques internationales, mais cela a été vite ignoré. Personne n'a évoqué la responsabilité morale des États-Unis. C'était effrayant. Seuls les intérêts nationaux étaient abordés en réunion. Ce jour-là, dans la salle de réunion de la Maison-Blanche, on n'a pas évoqué les horreurs de la guerre en Corée, ni les pertes civiles. Ici, seuls les chiffres et les calculs étaient des questions importantes. Les États-Unis simulèrent leur soutien à la Corée tout en profitant de la situation. Dans une tente de la 7e division et de la 5e brigade d'infanterie, les traces des combats subsistaient. Dans la baraque de campagne où la poussière volait, les soldats soignaient leurs blessures, entretenaient leurs armes et se préparaient pour la prochaine opération. Au cœur de cette tension, un événement retenait l'attention. La 5e brigade d'infanterie a capturé une compagnie nord-coréenne au combat. Ils ont regroupé les prisonniers dans une tente. Certains gravement blessés par les combats nécessitaient des soins urgents. Certains étaient entassés, hébétés et tremblants. Les soldats sud-coréens qui les gardaient étaient très hostiles. Ils ont mené des interrogatoires excessifs pour obtenir des informations. L'interrogatoire a débuté par des questions simples, puis a dérivé en tortures et humiliations. Je savais que la situation était mauvaise, mais je ne pouvais pas leur demander d'arrêter. Je savais ce que ressentaient les soldats. Ayant vu leurs camarades mourir face à l'armée nord-coréenne, je comprenais leur colère et leur désir de vengeance. Le conseiller juridique de la 7e division a vu la scène et a réprimandé les soldats, rappelant que la torture des prisonniers viole la Convention de Genève. Il a ordonné leur libération immédiate. Un soldat a alors protesté discrètement, comme pour lui-même. Le conseiller juridique l'a menacé de cour martiale, puis le commandant de compagnie est intervenu. Le commandant a empêché le soldat d'aller en cour martiale. Le conseiller juridique l'a interrogé sur sa gestion, mais il a répondu avec indifférence. Ici c'est le champ de bataille. Il a déclaré qu'il était absurde d'appliquer la loi exigeant la courtoisie envers les prisonniers, alors que des camarades mouraient à cause de ce soldat nord-coréen. Il a affirmé que les informations de ce soldat nord-coréen nous ont permis de survivre. En fait, le conseiller juridique était quelqu'un qui était resté loin du front et venait pour la première fois sur la ligne de front. Il y avait donc un certain décalage avec la réalité du terrain. Grâce à son grade, le conseiller juridique a pu stopper temporairement la torture. Mais le regard des soldats s'était toujours rempli d'inquiétude et de colère. Les prisonniers ont soupiré de soulagement, en voyant qu'on les avait aidés, mais leur sort restait incertain. C'était un moment où le conflit entre la loi et la guerre est apparu au grand jour. Après tout, eux aussi étaient des êtres humains, avec des émotions. La torture de ces prisonniers était répandue sur le front, mais la Convention de Genève ne pouvait être totalement ignorée. La diffusion de vidéos de torture à l'étranger exposerait la Corée à de vives critiques internationales. C'était un moment qui poussait à s'interroger sur ce que signifiait la morale dans cette guerre. À Hwacheon, la 15e division et la 39e brigade d'infanterie étaient présentes. Les combats continuaient et les blessés augmentaient. On voyait des soldats évacués, qu'il s'agisse de ceux qui avaient perdu un membre ou de ceux qui, sous le choc psychologique, n'étaient plus en état de combattre normalement. Certains de ceux qui ont vu cette scène semblaient eux aussi complètement bouleversés. L'hôpital de campagne temporaire installé ici ressemblait à une scène de l'enfer. Partout, les blessés gémissaient, et l'odeur du sang mêlée à celle des médicaments emplissait l'air, donnant l'impression d'étouffer à chaque respiration. Comme si les anges de la mort attendaient prêts à partir. À chaque fois que les soldats ramenaient un blessé sur une civière faite de tiges de fleurs sauvages, les médecins militaires et les infirmiers s'activaient sans relâche, mais la fatigue et le désespoir se lisaient de plus en plus sur leurs visages. Les voix des soldats qui transportaient les blessés étaient déjà rauques et épuisées. Sur la civière de fleurs sauvages, un soldat amputé sous le genou gémissait de douleur. Il perdait tellement de sang que sa peau semblait d'un rouge profond, complètement trempée de son propre sang. Avant même qu'on ait pu faire un garrot avec un bandage, le sang écarlate coulait déjà abondamment. La voix tremblante du soldat résonnait sous la tente. Les infirmiers devaient absolument soigner ces hommes. Mais il n'y avait plus assez de poches de sang et la situation était devenue telle qu'ils ne pouvaient plus les traiter. Faute d'analgésiques et de poches de sang, les blessés affluaient. Le manque d'équipement, de médicaments et de personnel limitait leurs efforts. Les soldats s'entraidaient pour survivre et se préparer au combat, tandis que la compagnie médicale, impuissante à sauver tous les blessés, était accablée par cette réalité. Les infirmiers ressentaient une grande colère de ne pas pouvoir sauver des vies, mais ils ne pouvaient rien y faire. Pourtant, ils devaient continuer malgré tout. Les infirmiers savaient que s'arrêter ici rendrait tout sauvetage impossible, tandis que le bruit des canons retentissait dehors. Ce bruit, accompagné de l'avancée incessante, rendait la réalité sombre de cet endroit encore plus dramatique.
Sous-titres coréens par Han Yo-joo. Sous-titres coréens, Han Hyo-joo. Sous-titres coréens par Han Yo-joo. Sous-titres coréens, Han Yo-joo. Sous-titres coréens par... Han Yo-yoo.